On est toujours dans le troisième chapitre de notre livre Finances d'entreprise, théorie et pratique de l'entreprise tunisienne. Cinquième section, les points, comment traiter les points les plus complexes des comptes financiers. Et on est arrivé aux immobilisations incorporelles. Les coûts de démarrage sont des coûts engagés par rapport à la création et au développement d'une entreprise, tels que l'incorporation, les coûts de sollicitation des clients et les coûts de publicité liés lorsque le commerce commence par opérer, ainsi que des augmentations de capital, des frais de fusion et de conversion. Comment les analystes financiers devraient-ils les traiter? Il est facile d'analyser de tels coûts d'une perspective financière. Ils n'ont aucune valeur et devraient donc être déduits des capitaux propres de l'entreprise. Coûts de recherche et développement. Ces coûts sont ceux encourus par une entreprise sur la recherche et le développement pour son propre avantage. Les coûts de développement doivent être capitalisés sur le bilan si les conditions suivantes sont remplies. Le projet ou le produit est clairement identifiable et ses coûts mesurables. La faisabilité du produit peut être démontrée. La société a l'intention de produire, de commercialiser ou d'utiliser le produit ou le projet. L'existence d'un marché pour le projet ou le produit peut être démontrée. L'utilité du produit pour la société où elle est destinée à une utilisation interne peut être démontrée. La société dispose ou aura des ressources pour voir le projet à l'achèvement et à l'utilisation ou à commercialiser le produit final. Comment les analystes financiers devraient-ils les traiter? Nous vous recommandons de laisser des coûts de développement dans des immobilisations incorporelles, tout en surveillant de près toute augmentation de cette catégorie, car celle-ci pourrait représenter une tentative de cacher des pertes. Marque et part de marché. Il s'agit de marques ou de parts de marché achetées à des tiers et valorisées lorsque cela est autorisé, lors de leur première consolidation par leur nouvelle société mère. Les marques ne sont valorisées dans les comptes que si elles ont été acquises. Cela donne lieu à une déficience comptable particulièrement critique dans les industries de grande consommation, par exemple les secteurs de l'alimentation, du textile, de l'automobile et des produits de luxe, en particulier du point de vue de la valorisation. Les marques ont une valeur considérable. Il est donc insensé de ne pas les prendre en compte dans une évaluation d'entreprise. L'amortissement des marques n'étant pas déductible fiscalement dans la plupart des pays, il est devenu courant de ne pas amortir ses actifs afin qu'ils aient une durée de vie indéfinie. En norme IFRS, les parts de marché ne peuvent pas être portées au bilan, pas plus que les frais de formation ou de publicité, qui font par conséquent partie des écarts d'acquisition, mais ne sont pas identifiés individuellement comme tels. Les immobilisations incorporelles à durée de vie finie sont amorties sur leur durée d'utilité. Les immobilisations incorporelles à durée de vie indéterminée font l'objet chaque année d'un test de dépréciation afin de vérifier que leur valeur nette comptable est cohérente avec la valeur recouvrable des actifs correspondants. Comment les analystes financiers devraient-ils les traiter? Certains analystes, notamment ceux qui travaillent pour les banques prêteuses, considèrent les marques comme n'ayant aucune valeur d'un point de vue financier
Une telle conception conduit à déduire préemptoirement ces éléments des capitaux propres. Nous ne sommes pas d'accord avec cette approche. Ces éléments ajoutent généralement considérablement à la valorisation d'une entreprise, même s'ils peuvent être intangibles. Par exemple, quelle valeur aurait une grande maison de couture ou une entreprise de biens de consommation sans ces marques? J. Stock et inventaire. Les stocks comprennent les éléments utilisés dans le cadre du cycle d'exploitation de l'entreprise. Plus précisément, ils sont consommés dans le processus de production, stock de matières premières, vendus en l'état, stock de produits finis ou de biens destinés à la revente, ou vendus à l'issue d'un processus de transformation en cours ou à venir, travaux en cours. Comment sont-ils comptabilisés? Coûts qui devraient être inclus dans les inventaires. Le mode d'évaluation des stocks varie selon leur nature, approvisionnement en matières premières et biens destinés à la revente ou produits finis et travaux en cours. Les fournitures sont évaluées à leur coût d'acquisition, comprenant le prix d'achat, hors taxes, droits de douane et frais liés à l'achat et à la livraison. Les produits finis et les travaux en cours sont évalués au coût de production, qui comprend le coût d'acquisition des matières premières utilisées, le coût de production direct et indirect, dans la mesure où ces derniers peuvent raisonnablement être affectés à la production d'un bien. Les coûts doivent être calculés sur la base des niveaux d'activité normaux, car l'allocation des coûts des niveaux d'activité inférieurs à la moyenne équivaudrait à reporter les pertes sur des périodes futures et à gonfler artificiellement le bénéfice de l'année en cours. En pratique, ce calcul n'est pas toujours correctement effectué. Nous conseillons donc au lecteur de suivre de près la répartition des coûts. Les charges financières, les frais de développement et les frais généraux et administratifs ne sont généralement pas inclus dans la valorisation des stocks, sauf si des conditions d'exploitation particulières justifient une telle décision. Les IFRS exigent que les paiements d'intérêts intermédiaires soient inclus dans les coûts des stocks. Dans tous les secteurs d'activité où les stocks représentent une part importante de l'actif, nous invitons fortement les lecteurs à étudier de près l'impact des méthodes d'évaluation des stocks sur le résultat net de l'entreprise. Petit b, méthode d'évaluation. Selon les IFRS, il existe trois principales méthodes de valorisation des stocks. La méthode du coût moyen pondéré, la méthode FIFO, premier entrée, premier sortie, la méthode du coût d'achat identifié. Le coût moyen pondéré consiste à valoriser les articles sortis du stock à leur coût moyen pondéré qui est égal au coût d'achat total divisé par les quantités achetées. La méthode FIFO évalue les sorties de stock au coût de l'article qui a été stocké le plus longtemps. Le coût d'achat identifié est utilisé pour les articles non interchangeables et les biens ou services produits et affectés à des projets spécifiques. Pour les éléments interchangeables, l'IASP autorise les méthodes du coût moyen pondéré et FIFO, mais il n'accepte plus la méthode du LIFO, dernier entrée, premier sortie, qui valorise les sorties de stock au coût du plus récent ajouté au stock. En période d'inflation, la méthode FIFO permet à une entreprise d'afficher un bénéfice plus élevé qu'avec la méthode LIFO. La méthode FIFO valorise les articles sortis du coût au coût d'achat des articles qui ont été détenus le plus longtemps et donc au coût le plus bas, donnant ainsi un résultat net plus élevé. La méthode LIFO produit un revenu net plus faible car elle valorise les articles retirés de l'inventaire au coût d'achat le plus récent et donc le plus élevé. Le résultat net généré par la méthode du coût moyen pondéré se situe à mi-chemin entre ces deux chiffres. Les analystes doivent être particulièrement prudents lorsqu'une entreprise modifie sa méthode d'évaluation des stocks. Ces changements qui doivent être communiqués et justifiés dans les notes au compte rendent
plus difficiles les comparaisons entre périodes et peuvent gonfler artificiellement le résultat net ou contribuer à limiter une perte. Enfin, lorsque la valeur du marché d'un élément de stock est inférieure à sa valeur comptable calculée, l'entreprise est tenue de comptabiliser une dépréciation pour la différence, c'est-à-dire une dépréciation des actifs circulants. Cas leasing ou crédit bail. Il faut distinguer les contrats de location simple permettant à une entreprise d'utiliser certaines de ses immobilisations d'exploitation, c'est-à-dire les bâtiments, les usines et autres immobilisations, dans le cadre d'un système de location et contrat de location-financement ou de financement permettant à l'entreprise d'acquérir l'actif à la fin de la période de location, contrat pour un montant prédéterminé et généralement très faible. Les crédits bail posent deux problèmes relativement compliqués aux analystes financiers externes. Premièrement, les contrats de location sont utilisés par les entreprises pour financer les actifs. Même si ces éléments peuvent ne pas figurer au bilan, ils peuvent représenter une part considérable de l'actif d'une entreprise. D'une part, il représente un engagement dont l'étendue varie selon le type de contrat. Le crédit bail mobilier peut être assimilé à une dette en fonction de la durée de la période pendant laquelle le contrat ne peut être résilié. Le crédit bail immobilier portant sur des immeubles ne peut être assimilé à une dette réelle compte tenu de la clause résolutoire contenue dans le contrat. Néanmoins, l'utilité du bien loué conduit généralement l'entreprise à voir la durée initialement déterminée du bail à la résiliation du bail peut alors être assimilée au remboursement anticipé d'un emprunt financé par la vente du bien concerné. Pardon. Un contrat de location est soit un contrat de location-financement, soit un contrat de location simple. En norme IFRS, les contrats de location-financement sont capitalisés, c'est-à-dire qu'ils sont enregistrés en immobilisation et un montant correspondant est comptabilisé en dette financière. Les loyers versés aux bailleurs sont traités en partie comme un remboursement de dettes financières et en partie comme des charges financières. L'actif immobilisé dans le cadre d'un contrat de location-financement est amorti sur sa durée d'utilité. En conséquence, aucun coût de location n'est enregistré au compte de résultat, uniquement des coûts financiers et des amortissements. Pardon. Engagement hors bilan. Le bilan présente tous les éléments résultant des transactions réalisées, mais il est difficile de faire apparaître dans le compte de l'entreprise des transactions qui n'ont pas encore été réalisées. Par exemple, les paiements restants dus au titre d'un contrat de location simple, les commandes passées mais non encore enregistrées ou payées car les biens n'ont pas encore été livrés. Cependant, ces éléments peuvent avoir un impact significatif sur la situation financière d'une entreprise. Ces engagements peuvent avoir un impact positif. Ils ne sont pas inscrits au bilan, mais sont mentionnés dans les notes au compte, d'où le terme hors bilan. Ceux-ci sont connus sous le nom d'actifs éventuels ou un impact négatif. Ils donnent lieu à constitution de provisions s'ils sont susceptibles de se réaliser ou ils donnent lieu à une note dans les comptes s'il ne reste qu'une possibilité. C'est ce qu'on appelle les passifs éventuels. Comment les analystes financiers doivent-ils les traiter? Les analystes doivent toujours être préoccupés par le fait qu'une entreprise peut afficher certains éléments en tant qu'écriture hors bilan alors qu'ils devraient en fait apparaître au bilan. Il est donc très important d'analyser les éléments hors bilan car ils reflètent le degré d'ingéniosité comptable utilisé par l'entreprise. Ce jugement fonde une opinion sur la
qualité des comptes publiés, l'arrivée imminente au bilan des effets des engagements, exemple achat d'immobilisation ou engagement d'achat qui devront être financés par la dette, garantie donnée à un tiers défaillant qui entraînement des pertes et des paiements sans contrepartie. M. Retraite et autres avantages sociaux. Les engagements de retraite et assimilés comprennent les indemnités de départ, les pré-retraites et indemnités assimilées, les régimes spéciaux de retraite, les régimes complémentaires de garantie de ressources et de soins de santé, les assurances vie et droits assimilés, qui, le cas échéant, sont accordés dans le cadre des contrats de travail et des conventions collectives de travail. Les régimes à cotisation déterminée sont assez simples à comptabiliser puisque les cotisations à ces régimes sont passées en charge chaque année au fur et à mesure qu'ils sont engagés. Dans les pays où des fonds de pension indépendants gèrent les engagements de l'entreprise envers ses salariés, la valeur de marché des actifs du fonds de pension est compensée par la valeur actuarielle du passif. La méthode retenue pour l'évaluation de la valeur actuarielle est la méthode des unités de crédit projetées qui modélise les avantages acquis à l'ensemble des effectifs de l'entreprise à la date d'évaluation. Il est basé sur certaines données démographiques, la rotation du personnel et d'autres hypothèses, démission, licenciement, taux de mortalité, etc. Le taux d'actualisation utilisé est le rendement des obligations d'entreprise de premier ordre, en pratique celle notée AA. Par conséquent, les charges nettes de retraite au compte de résultat d'une année donnée sont principalement composées de un coût des services qui représente la valeur actualisée des avantages acquis par les salariés au cours de l'année, une charge d'intérêt qui représente l'augmentation de la valeur actualisée des pensions dues à la date de clôture du bilan depuis l'année précédente en raison du passage du temps. Celle-ci est généralement comptabilisée en charge financière. Un rendement théorique des actifs, calculé à l'aide du taux d'actualisation utilisé pour calculer la valeur actualisée des pensions dues. Petit n, actions préférentielles. Les actions privilégiées combinent les caractéristiques des actions et des obligations. Ils peuvent avoir un dividende fixe, les obligations versent des intérêts, un prix de remboursement et une date de remboursement. Si la société devrait être liquidée, les actionnaires privilégiés recevraient un montant donné avant que les actionnaires ordinaires n'aient le droit de recevoir le produit. Parfois, les détenteurs d'actions privilégiées peuvent participer aux bénéfices au-delà du taux de dividende ordinaire ou avoir une fonction cumulative permettant à leur dividende arrêté le cas échéant d'être payé en totalité avant que les actionnaires puissent obtenir un dividende, et ainsi de suite. Selon les normes IFRS, les actions de préférence sont comptabilisées soit en capitaux propres, soit en dette financière, en fonction des résultats d'une analyse du fonds plutôt que de forme. Comment les analystes financiers doivent-ils les traiter? Si l'action de préférence répond à tous les critères de considération en tant que capitaux propres, rendement lié uniquement au résultat de l'entreprise, aucun engagement de remboursement, alors c'est des fonds propres. Sinon, c'est une dette financière. Oh, les provisions. Les provisions sont constituées en prévision d'une charge future. Les dotations en provision réduisent le résultat net dans l'année où elles sont constituées et non dans l'année où le coût correspondant sera effectivement encouru. Les provisions seront effectivement reprises l'année où la charge correspondante sera encourue, neutralisant ainsi l'impact de la comptabilisation des charges au compte de résultat. Les dotations
Aux provisions sont donc équivalentes à une anticipation de perte. Les provisions pour restructuration consistent à prélever une forte charge initiale sur le résultat d'une année donnée pour couvrir un programme de restructuration, fermeture de site, licenciement, etc. Les coûts futurs de ce programme de restructuration sont éliminés au compte de résultat par la reprise progressive de la provision, lissant ainsi la performance future des résultats. Les coûts de restructuration représentent un passif s'ils découlent d'une obligation d'une entreprise vis-à-vis de tiers ou de ses salariés. Cette responsabilité doit résulter d'une décision de l'autorité compétente et être confirmée avant la fin de l'exercice comptable par l'annonce de cette décision aux tiers et aux membres du personnel concerné. L'entreprise ne doit plus rien attendre de ses tiers ou de membres de son personnel. À l'inverse, une délocalisation conduisant à des profits plus lointains dans le futur ne devrait pas donner lieu à une telle provision. P. Immobilisation corporelle. Les immobilisations corporelles comprennent les terrains, les constructions, les actifs techniques, les équipements et outillages industriels, les autres immobilisations corporelles et les immobilisations corporelles en cours. Avec les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles constituent l'ossature d'une entreprise, à savoir sa base industrielle et commerciale. Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition et amorties dans le temps, hors terrain. Les normes IFRS permettent de les réévaluer à la juste valeur. L'option juste valeur doit alors être prise pour toute une catégorie d'actifs, par exemple l'immobilier. Certains actifs corporels peuvent être très importants. Ils peuvent avoir pris de la valeur, par exemple un siège social, un magasin, une usine située dans un centre urbain, est devenu ainsi beaucoup plus précieux que ne le suggèrent les coûts historiques. À l'inverse, certains actifs corporels n'ont pratiquement aucune valeur en dehors des activités de l'entreprise. Même si c'est exagéré, on peut dire qu'ils n'ont pas plus de valeur que certains frais de démarrage. À noter que certaines sociétés incluent également des charges financières intermédiaires dans les immobilisations produites en interne ou en externe, sous réserve que ce coût soit clairement identifié. Les normes IFRS prévoient la possibilité d'inclure les coûts d'emprunt liés aux coûts d'acquisition ou de production des immobilisations lorsqu'il est probable qu'ils donnent lieu à des avantages économiques futurs pour l'entreprise et que le coût peut être évalué de manière fiable. Actions propres. Les actions propres sont des actions qu'une société ou ses filiales possèdent dans la société elle-même. En norme IFRS, les actions propres sont systématiquement déduites des capitaux propres. Si sont cédées par la société à l'avenir, le prix de cession augmentera directement les capitaux propres et aucune plus ou moins-value ne sera comptabilisée dans le compte de résultat. Comment les analystes financiers doivent-ils les traiter? Quelle que soit leur destination première, nous vous recommandons de déduire les actions propres de l'actif ou des capitaux propres si cela n'a pas encore été fait par les comptables. D'un point de vue financier, nous estimons que le rachat d'actions s'assimile à une réduction du capital, quel qu'en soit le régime juridique. De même, si la société vend les actions, nous recommandons que ces ventes soient analysées comme une augmentation de capital. Les actions propres doivent donc être soustraites du nombre d'actions en circulation lors du calcul du bénéfice par action ou de l'évaluation des fonds propres. Voilà, on a terminé ce chapitre composé de 5 parties. C'est un grand chapitre qui touche à tous les aspects du reporting financier
de l'entreprise, à savoir les états financiers que le comptable prépare et que les financiers analysent. C'est la base de tout travail du financier. La base du travail au sein du financier, au sein de l'entreprise, c'est les états financiers, c'est l'information financière d'origine comptable. C'est pour cela qu'on a passé beaucoup de temps dans ce chapitre. C'est un chapitre très important que le directeur financier qui lit ce livre doit comprendre, lire et relire ce chapitre, surtout cette partie qui concerne les points complexes de la comptabilité. Il doit les lire point par point, c'est des points très importants. Leur passation en comptabilité, c'est des passations des écritures comptables très complexes, très techniques. L'analyse financière du financier de ces points, c'est, comme vous avez vu, c'est une analyse très complexe, très pointue. Il faut que le directeur financier maîtrise vraiment ce chapitre. C'est un chapitre très important, très intéressant. Et merci pour votre attention et au revoir.